Dans cet environnement, la hutte ne sert à rien. Il est plus facile et plus discret de creuser un terrier et éventuellement de ramener quelques branches au-dessus pour masquer les ouvertures. L'heure du repos a sonné pour toute la famille. La nuit a été longue. Ils ont maintenant la journée pour dormir. Comme des paresseux, ne rien faire, profiter de la chaleur de l'autre, s'étendre à souhait pendant de longues heures, se languir. Mais à quoi peut bien rêver un castor? À cet hiver froid et glacé qui l'attend et qui transforme les aigrettes frigorifiées en statues, à cette époque où la nature déshabillée de ses feuilles n'offre que l'écorce des arbres pour un frugal repas. Peut-être pense-t-il à ses ancêtres, tous disparus sur la Loire à l'époque des guerres napoléoniennes. Piégés et chassés jusqu'au dernier. Mais pourquoi le castor était-il pourchassé de la sorte? Pour sa fourrure, dont le commerce était très lucratif? Pour sa viande, considérée comme de la chair de poisson? Pour sa queue? Ou peut-être était-ce pour son castoreum, recherché pour ses vertus médicinales? Affreuse époque oubliée. Aujourd'hui, grâce à la réintroduction de l'espèce, la dynastie des castors compte plus de 200 familles sur le grand fleuve sauvage. Ce soir, les aînés doivent encore surveiller les plus jeunes. Un essai grandeur nature avant le printemps prochain, où les plus grands auront leurs premiers petits. Il faut donc apprendre et emmagasiner de l'expérience. Dans l'éducation de leur progéniture, les parents appliquent toujours le principe de la répartition des tâches. Le castor a un grand sens pratique. Les membres de la famille se reposent donc beaucoup sur l'entraide. Cette famille très unie va bientôt connaître une rupture brutale. Après 2 ans passés dans le giron parental, les aînés vont en effet prendre leur indépendance. Et s'ils ne veulent pas comprendre, les parents les expulsent de force pour éviter la suroccupation du territoire. Les jeunes devront coloniser une autre portion de berge et trouver une compagne ou un compagnon dans le voisinage. Avant cette grande étape, avant de passer définitivement dans le monde des adultes, ils ont encore un peu de temps. Le jeu, la bagarre entre frères et sœurs leur apprendra beaucoup sur la technique de combat, un entraînement indispensable à leur survie plus tard.
alléchante, continue d'appâter le plus jeune de la famille, trop innocent pour évaluer le danger. La mère dort d'un sommeil léger. Le petit dernier n'est pas revenu de sa sortie nocturne. Elle sait qu'il y a quelque chose d'anormal. Le petit est pris, comme un rat. C'est plutôt vexant pour un castor d'être ainsi confondu. Et puis le confort du terrier commence à lui manquer. D'habitude, à cette heure-ci, il dort depuis plusieurs heures. Enfin, petit castor peut être rassuré, sa fourrure n'intéresse plus l'homme. Fini le temps des pièges comme de la chasse. L'espèce est protégée depuis 1909. Le castor reprend sa liberté sans hésitation et laisse volontiers la place aux ragondins. Les Grettes et tous les voisins de la famille Castor sont heureux de constater que la captivité du petit ne lui a pas coupé l'appétit. L'honneur des castors est sauf. Les martins pêcheurs ont toujours besoin des parents, mais le jeune castor aussi, et pour bien plus longtemps encore. L'année prochaine, il surveillera à son tour ses jeunes frères et sœurs qui viendront de naître. Il assumera son rôle de grand frère. Et comme la roue tourne, il faudra à son tour qu'il quitte ses parents pour fonder sa propre famille. En attendant, il profite. Il découvre que lorsqu'il plonge, ses oreilles et ses narines se ferment par des sortes de clapets et qu'il peut rester ainsi sous l'eau pendant 15 minutes. Il lui faut prendre le temps de tester sa queue écailleuse qui fait la célébrité de son espèce, laquelle lui sert de gouvernail, de propulseur, mais également de contrepoids. Le temps pour lui aussi de découvrir les nouveaux voisins, quelque peu envahissants. Le retour des cormorans est le signe de la fin de l'été. Ils sont déjà revenus du bord de mer et pêchent en formation pour le plus grand plaisir malin du héron qui trouvera bien un poisson blessé à croquer. Les hirondelles ont quitté la région sans prévenir, comme ça, un beau matin. Avec le début de l'automne, il est temps pour le castor de changer ses habitudes alimentaires. En grandissant, il apprendra que tous ces changements sont des repères pour lui.
Visiblement, les dents du fleuve ont déjà repris le travail. Le nez du castor est 100 fois plus sensible que le nôtre et capable de renifler un grand peuplier à plusieurs dizaines de mètres. Sa mâchoire puissante est équipée de dents vigoureuses dont l'émail extérieur est renforcé. La machine exceptionnelle du castor est en route. Il déploie enfin ses talents de sculpteur sur bois et taille le tronc comme un écolier, son crayon, avec la même application. Cependant, le castor est incapable de prévoir le point de chute de l'arbre. L'abattage d'un arbre aussi imposant est un privilège que le castor ne partage qu'avec l'homme et l'éléphant. Cette tâche ne lui prendra que quelques heures réparties sur plusieurs nuits. Le castor n'est pas bâti pour grimper aux arbres, mais il est ingénieux et a trouvé la solution, ramener à sa hauteur toutes ces branches qui le narguent. Les copeaux ne l'intéressent pas, ou très peu. C'est l'écorce juteuse des branches et du tronc dont il raffole. La famille attend la descente du plateau repas. Ce ne sera peut-être pas pour cette nuit. Alors il faut terminer les restes et profiter des dernières feuilles. Finalement, le vent du matin a pris soin d'achever le travail. Et c'est souvent le cas. Affaibli, l'arbre tombe sous la pression. Et dès que la nuit tombera, les feuilles de la cime, jusque-là intouchables, vont inévitablement finir hachées menues entre les dents du castor.